Voici nos programmes en langue française. Au cours de cette soirée, nous vous présenterons les aventures de Rin-Tin-Tin à 18h30, suivi à 19h15 de Bonnie les Petits. À 19h30, l'émission célèbre de variété Pêle-Mêle. Et oui, comme à Paris, on présente à Beyrouth des programmes en français. En un français un peu traînant, roucoulant, mais charmant, et qui fait partie de la vie libanaise. Car le français, voyez-vous, a droit de citer au Liban, presque au même titre que l'arabe, langue officielle du pays. Le français est aussi bien la langue des rues que des salons. On le retrouve sur toutes les enseignes, et c'est en français que le marchand de souk vous vante ses fruits ou ses légumes. Madame, si vous voulez, j'ai pris un bon café, madame. Un petit jus d'orange, madame. Oui, passez, madame. Voilà. Nous avons des légumes, madame. Il y a des gélies prêts, des framboises, des célives, des endives. On ne fait pas que parler. On lit et on écrit le français. La presse libanaise compte plusieurs journaux français de renom, tel l'Orient, que son fondateur, Georges Nakache, a créé il y a 40 ans. Dans ce pays qui est bilingue, dans ce pays arabophone, le français représentait une complémentarité nécessaire sur le plan de l'expression journalistique et littéraire. Et depuis 40 ans que l'Orient existe, est-ce que vous avez augmenté le nombre de vos lecteurs? La population, en 30 ou 40 ans, a doublé. Le journal a presque décuplé son tirage, c'est-à-dire nous avons passé de 1000-1500 exemplaires au début à 15 000 aujourd'hui. Ce qui est caractéristique dans un pays qui est essentiellement quand même arabophone. Voilà un journal français fait par des Libanais qui représente aujourd'hui non seulement le plus fort tirage et la plus forte circulation des journaux français et arabes, mais représente le véritable journal national. Pour jouer ce rôle, il faut bien que le français reste une langue d'enseignement. La mission culturelle française et une légion d'écoles religieuses s'y emploient avec bonheur, jusque dans les montagnes les plus reculées. À l'école officielle aussi, le français est obligatoire. Cette classe d'un petit village libanais ne vous rappelle-t-elle rien? Raconte-moi une petite fille, dîne avec sa grand-mère. Le temps passe, et voici venue l'heure. C'est là, sur ces bancs, que se forge une culture. Plus tard, rompu aussi bien au français qu'à l'arabe, le jeune Libanais pourra choisir de poursuivre des études supérieures dans l'une ou l'autre langue. Nombreux sont ceux qui optent pour le français. Pourquoi? Si j'ai choisi la langue française, c'est certainement parce qu'il m'est apparu comme étant la langue véhiculaire de la pensée humaniste en Europe. J'estime que la langue française est une langue assez claire pour exprimer sa pensée. Je vis dans un milieu bilingue. Pays bilingue, le Liban est aussi un pays aux multiples confessions. La montagne a séculairement servi d'asile aux non-conformistes de tous les cultes, aux opposants à toutes les dominations. État islamo-chrétien, le Liban a ainsi constitué ses structures sur l'équilibre des communautés. Une règle non écrite, le pacte national, dispose que le président de la République est un chrétien maronite, le président du Conseil, un musulman sunnite. La tolérance est inscrite dans les mœurs, et l'actuel président de la République, M. Charles Helou, ne manquant pas à la règle, se rend en visite avec la même simplicité chez le cardinal Meouchi, patriarche maronite, et chez le Moufti, chef religieux des musulmans. Ce même libéralisme culturel et confessionnel se retrouve dans l'économie libanaise et fait de ce pays, de 9400 km² et de moins de 2 millions d'habitants, une petite puissance financière. Pour le commerce de l'or, Beyrouth est la 3e place du monde. Le trafic de son port a plus que triplé en quelques années. Son aéroport reçoit annuellement un demi-million de passagers et constitue la plaque tournante des voies aériennes reliant l'Orient à l'Occident.
Les hommes d'affaires libanais ne cachent pas leur satisfaction. Témoin, M. Ougourlian, gouverneur de la Banque centrale du Liban, et Aidé, président de l'Association des banques libanaises. Monsieur Ougourlian, il y a combien de banques exactement au Liban? Il y a actuellement 78 banques en activité. Ça fait beaucoup pour un si petit pays. Pourquoi cette floraison? Cela s'explique par l'expansion économique. Cela s'explique par le fait que Beyrouth, notamment, est une place internationale comme l'était, par exemple, Tanger. Et cette expansion et cette situation de Beyrouth, cette position de Beyrouth, s'explique par le régime de liberté, de liberté économique du Liban. Quelles sont les principales libertés dont vous jouissez ici? Nous avons toutes les libertés économiques pratiquement, liberté du commerce, liberté d'échange, liberté de déplacement des personnes. Cela veut dire que l'on peut transférer des capitaux d'un pays à un autre et qu'on peut les changer d'une monnaie à une autre sans aucune contrainte. Sans aucune restriction. Nous n'avons pas de licence d'importation, sauf dans certains cas pour certains produits en particulier, mais dans l'ensemble, le commerce est complètement libre, aussi bien à l'importation qu'à l'exportation. Il y a une autre garantie dont les commerçants et les gens qui ont des capitaux à déposer en particulier apprécient l'importance, c'est le secret bancaire. Le secret bancaire, M. Ougourlian, ici est absolu. Le secret bancaire est absolu. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un secret professionnel, mais il y a une loi qui le protège. C'est une loi de 1956 qui a institué le secret bancaire. Est-ce que ce secret a déjà été violé? Eh bien, à ma connaissance, jusqu'ici, jamais. Nous n'avons qu'une seule exception au secret, c'est le cas de la faillite, qui lève le secret, et je n'en connais pas d'autres. Même aux heures les plus difficiles du Liban, car vous en avez connu, le secret n'a jamais été levé. Ah, certainement pas. Est-ce qu'on peut faire un rapport entre Beyrouth et d'autres places libres de ce genre dans le monde? La Suisse, par exemple. Je crois que c'est l'exemple qui se rapproche le plus. Nous avons tendance, d'ailleurs, et financièrement, et peut-être même politiquement, nous représentons à peu près les mêmes tendances dans le contexte où nous nous trouvons. Ce qui fait que c'est pratiquement la tendance du Liban à se considérer comme la Suisse de l'Orient. Je suppose, M. Aidé, que ces libertés et ces garanties aussi ont incité beaucoup de capitaux à venir à Beyrouth. Est-ce qu'on peut les chiffrer? Est-ce que vous avez une idée de l'importance des dépôts ici? Eh bien, dans l'ensemble, ça représente 3 milliards de livres libanaises. 3 milliards de livres libanaises, cela fait près de 5 milliards de nos francs actuels. Une partie non négligeable de ces fonds est investie dans de grands travaux qui servent au développement du pays. Le barrage du Litani, construit avec la collaboration de l'EDF, a été inauguré ce 27 avril. C'est l'ouvrage le plus important du Liban. Il doit permettre de doubler la capacité électrique du pays et assurer l'irrigation de 21 500 hectares. Terre de la tolérance et du libéralisme, le Liban est également terre d'accueil, lieu de prédilection pour le touriste. Monsieur Khoury, vous êtes président du Conseil national du tourisme au Liban. Quels sont les atouts que vous avez en main pour attirer les touristes, en particulier ceux qui viennent d'Europe? Nous pensons que nous avons de nombreux atouts, particulièrement la proximité avec l'Europe. Mais aussi la nature et le climat jouent un très grand rôle dans l'attrait du tourisme. La nature, nous y sommes, cette baie de Jounier qui est magnifique. Quant au climat, il est évidemment aussi agréable, si je puis dire, en été qu'en hiver. Oui.